arrêtez tout. Ceci est la revue du troisième épisode de la saison 8 de Game of Thrones, juste après sa diffusion en live. Et c'est Magnus, moi, créateur des Digital Racing Series, qui n'a absolument rien à voir avec ce que nous allons faire aujourd'hui, puisque nous allons voir point par point ce nouvel épisode de Game of Thrones. Donc oui, il y aura des spoils. Bon, alors, passé le fait que mon son soit très bas parce que l'Amazon enregistre en ce moment même sa propre revue dans la salle d'à côté avec des images, nous allons commencer cette analyse plan par plan. Et donc, nous commençons par le plan séquence du début, qui passe de personnage en personnage avant le combat. Donc c'est un plan qui fait un peu penser à des jeux vidéo. Un plan où dans un jeu vidéo on pourrait mettre facilement les crédits sur ce genre de plan. C'est un plan qui est assez bien chiadé et qui se termine sur Sansa qui est en première ligne pour voir les dragons voler. Donc oui, maintenant nous savons où sont les dragons pour cette bataille-là, ce qui n'était pas précisé plan de bataille d'avant. Première ligne, que dis-je? Sur les murailles quand même. Oui, Sansa est sur les murailles. Ce sont les Immaculés, les Dothraki, enfin tous les basanés de l'autre continent qui sont sur les murailles. Tous les gens qui sont pas très importants et qui vont se faire sacrifier. Et des choses ne changent jamais, décidément. Quelle que soit la période, quel que soit l'univers, quel que soit le temps. Alors en première ligne, cette fois-ci, pour de vrai, nous voyons The Hound, Gendry, Sam notamment, et un des loups tout blanc, donc celui de Jon Snow. Et en première ligne, Jon et la Khaleesi, eux, regardent le champ de bataille de bien plus loin, sur une montagne qui devait être, si je me souviens bien, spécifiée sur le plan stratégique, mais il n'y avait pas de dragons dessus. La géographie de Winterfell change pas mal autour des murailles si vous faites attention au fur et à mesure des saisons. Donc du coup, c'est pas forcément un élément très fiable. Donc vous l'aurez compris, tout ceci est un peu lent et avec de la tension, histoire de faire monter tout cela en mayonnaise. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît la Dame Rouge, genre out of fucking nowhere, puisque elle devait revenir avec une armée de flammes. Là, elle revient toute seule. Au début, on pense même qu'elle est zombie. C'est de loin, on se pose un peu des questions. Comment est-ce qu'elle a fait pour traverser une armée de morts, tout ça. Ça ne sera jamais expliqué, par ailleurs. Et donc, elle se met en mode mage du groupe, et puis enflamme toutes les belles épées de tous les Dothraki. Waouh, maintenant ils ont des épées de feu, trop bien, avec plus 5% de dommages. Je suis pas vraiment sûr que ça les aidera, mais bon, au moins ils verront la nuit. Sir Davos, lui, de sa part, ne voit pas forcément le retour de Mélisandre d'un bon oeil, bien qu'il ait ordonné d'ouvrir la porte. Et au moment où ils se croisent dans les couloirs, effectivement, la dame en rouge lui dit que ce n'est pas nécessaire de le tuer, puisqu'elle ne survivra pas à l'aube demain matin, ce qui est très 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 réjouissant. Mais comment mourra-t-elle? Oh, nous le saurons au cours de l'épisode. Mais assez parlé de tous ces dialogues très riches dès le début de l'épisode, et très nombreux, et passons maintenant à l'action. Parce que évidemment, quand vous êtes entouré en surnombre, et que vous avez un siège à défendre, la réaction la plus normale est d'envoyer votre cavalerie se faire tuer. C'est pour cela que les Dothraki se mettent à charger, avec Jorah Mormont à leur tête, leur épée enflammée, pas le Jorah parce qu'il a de l'acier valérien, il n'a pas besoin, et en fait, quand vous les voyez arriver au loin, il y a comme un gros nuage noir, c'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment les ennemis dans le noir. Les morts, ils sont vraiment bien cachés. Il y a une tempête un peu qui arrive, donc on ne distingue pas trop. Peut-être parce que comme ça évite de dépenser trop d'argent en effets spéciaux, mais là, je serais un peu médisant. Et en fait, au fur et à mesure, avec la distance, on voit chaque petite flamme noire de chaque petite épée disparaître au fur et à mesure et s'éteindre en moins d'une minute. Donc du coup, ces flammes, c'était juste un effet visuel. C'était le plus 5% de dommages, j'ai menti. Inutile. Jorah réussit à revenir quasiment seul en cavalier. Il y a 2-3 Dothraki qui reviennent en courant. Donc les gars décident d'abandonner leurs chevaux sur lesquels ils sont quasiment nés pour pouvoir revenir. C'est censé monter une tension dramatique, sauf que, comme je l'ai dit, en fait, la cavalerie, dans ce genre de configuration de siège, ça ne sert à rien. Mettre des troupes devant, c'est discutable, parce que pour les amateurs de jeux de stratégie, comme Total War, vous savez que des fois, mettre des troupes devant peut effectivement reconduire les troupes ennemies ou protéger des points clés faillibles. Mais en règle générale, vous avez, comme c'est le cas, eux, ont décidé de creuser un fossé,
vous vous mettez sur le mur et vous tirez jusqu'à temps que les gens arrivent au fossé, quoi. Vous posez pas trop de questions, surtout qu'ils ont des géants en face, mais ils n'ont pas d'armes de siège. Ils ont un dragon, mais vous en avez deux, donc a priori la supériorité aérienne, elle est pour vous. Il n'y a pas d'armes de siège en face. Mettre des troupes devant, ça permet de les ralentir, ça permet de faire des sacrifices qui sont cool, mais a priori, vous tuez des gens plus qu'autre chose. Après, c'est discutable, parce que est-ce que la muraille pourrait soutenir tous ces gens dessus et tous les gens qui viendraient, est-ce que en fait il n'y aurait pas trop de gens pour Winterfell en lui-même? C'est discutable. Là, c'est parfaitement discutable, mais on en revient au fait que la cavalerie l'envoyer comme ça dans le vide, c'était un peu les envoyer au casse-pipe, mais bon, ils comptent pas trop, hein, ce sont des barbares après tout. Voilà, ils sont morts pour leur reine et ils sont contents. Les gars qui voulaient pas traverser parce qu'ils avaient peur de la mer, ils ont bien fait de faire le voyage. Au moins, ils ont trouvé la mort, quoi. D'ailleurs, la manière, pour t'en terminer et revenir dessus, la manière dont les flammes s'éteignaient, c'était assez poétique parce que ça me rappelait, par exemple, le générique de la seconde planète des singes, là, la dernière trilogie qui avait été faite, quand on voyait le globe terrestre et chaque lumière qui s'éteignait au fur et à mesure. Comme si la vie, enfin, entre guillemets dans ce film-là, pas la vie, mais clairement l'humanité disparaissait au fur et à mesure, ça a rappelé un peu ça, et c'était vraiment pour souligner l'effet dramatique. Toujours est-il que c'était suffisamment violent et graphiquement impressionnant pour que Vergris, le chef des Immaculés, ne se sente pas bien, quoi. Que le type défaille, que ce gars-là, qui n'a pas peur de la mort, alors maintenant il y a des choses à perdre, mais qui n'a pas peur de la mort, que ce gars-là ait peur, tu vois. Qu'on sente qu'il ne se sente pas bien. Surtout que juste après, il doit encaisser la première charge des morts. Et les gars font pas dans le détail, quoi. C'est lui et Breen doivent encaisser avec leurs armées les morts. Et on sent le nombre. Alors on ne le voit pas toujours parce qu'ils sont cachés par ce épais rideau noir. Mais on sent vraiment la taille, quoi, l'impressionnante taille, la manière dont ils réussissent à pousser les ennemis, à les reculer. Et à ce moment-là, c'est vrai que l'arrivée de Jon et de Daenerys en mode tempête de flammes là pour les aider, c'est vraiment important. Et de même la manière dont ils essayent de lutter un peu après contre la neige et du moins la tempête de glace qui s'abat au fur et à mesure fait vraiment du bien à l'armée. Toujours est-il que Arya quand elle voit ce déluge là de soldats, de morts, elle dit à sa sœur Sansa d'aller dans la crypte. Sansa veut se battre et mourir aux côtés enfin se battre du moins, pas mourir, aux côtés des gens et en disant mais je vais me battre à côté d'eux, et Arya l'envoie dans la crypte en lui donnant une lame en verre, je ne sais jamais le type de verre particulier, mais voilà, pour qu'elle puisse se défendre, parce que clairement elle n'est pas de taille pour survivre dans cet environnement-là, et, euh, et il vaudrait mieux pour elle qu'elle rentre. À ce moment-là aussi, je crois que c'est à ce moment-là, on voit un plan sur la petite chef de guerre, là, Lyanna, qui commence à donner des ordres à ses mecs, et elle, voilà, elle, tu vois aussi qu'elle est badass, de la même trempe d'Arya, elle ne se laisse pas impressionner par les événements et tâche d'être à la hauteur. Pendant ce temps, l'armée des morts continue à attaquer et la tempête se fait un peu plus présente. Alors, ça ne bat pas de la neige ou de la glace sur les armes eux-mêmes, mais c'est à travers cet épais rideau noir que l'on voit s'élever des nuages au-dessus et qu'à l'intérieur, il y a comme des colonnes de glace, quoi. C'est vraiment impressionnant et cela incapacite très rapidement les dragons. Pendant ce temps-là, les Immaculés meurent les uns derrière les autres en mode spartiate, c'est-à-dire qu'ils protègent avec leurs boucliers, ils font leur taf, mais clairement, ils vont tous y passer, hein, comme les Dothraki. Ça signifie que potentiellement, s'ils survivent, parce qu'à ce stade de l'épisode, on ne sait pas, moi je le sais, mais à ce stade-là, on ne le sait pas, potentiellement, s'ils survivent, Daenerys, mis à part ses dragons et ses titres, elle a plus rien, quoi. Parce que d'abord, ton armée de millions de Dothraki là, qui t'ont accompagné, qui t'ont permis de faire ta caque, de battre les Lannister, qui était impressionnant parce qu'ils ont quand même foutu une grosse raclée. La bataille contre les Lannister quand ils revenaient
des Tyrell, mais ils leur ont foutu une raclée, enfin des Tully, ils ont foutu une raclée, mais incroyable quoi. Et ces gars-là, ils se font sacrifier dès le départ. Et donc là, ensuite, c'est les Immaculés qui y passent. Vergris, tu vois qu'il est vraiment pas bien à ce moment-là. Il demande de mettre le feu au fossé qui était donc derrière eux, pour que ils se replient avant, mais pendant que eux, les Immaculés, tiennent et permettent aux autres de se replier, Vergris demande ensuite d'enflammer les fossés. Et c'était censé être les dragons qui devaient le faire, sauf que les dragons sont incapacités, donc ça pose quelques petits problèmes. Arya, elle, pendant ce temps-là, sauve d'une flèche The Hound qui court, et au final, c'est la Dame Rouge qui, après avoir enflammé des épées, se met à enflammer tout le tour de la muraille de Winterfell. Ce qui d'ailleurs met The Hound pas bien du tout, parce que le gars il revoit à nouveau de grandes flammes, comme quand il était gamin et que son frère La Montagne l'avait plongé dans les flammes pour avoir joué à un de ses jeux. Mais cette fois-ci, au-delà des flammes, il voit surtout des morts derrière. Tu vois, t'as des grosses flammes et tu vois les morts. Et là se pose la question de un seul fossé ou d'une seule barrière. Parce que, vu la taille de la barrière, elle va pas coûter très cher en termes d'effectifs au roi de la nuit pour détruire. Et là, on en revient à nouveau à des plans stratégiques. Alors, ils ont peut-être pas eu le temps de faire 2 ou 3 fossés, mais très clairement, à ce moment-là, on se dit, il suffit juste que le gars il fasse un pont en sacrifiant des gens à un endroit, ils peuvent passer. Et c'est effectivement ce qui va se passer très 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 rapidement après. Mais revenons tout d'abord au récit. Alors, le récit prend sa continuité dans la crypte, où Tyrion, avec Varys, rejoint par Sansa, commence à discuter de la situation. Tyrion enrageant parce qu'il pense qu'en haut, comme pour la bataille de Rhaenyra, il pourrait voir quelque chose que les autres ne voient pas et donner un avantage décisif. Sansa lui répond que de toute façon il ne servirait à rien et qu'il se ferait tuer. Ce à quoi il n'est pas forcément tout à fait d'accord, mais du coup ils se mettent à reparler de leur mariage qui est assez mignon dans la manière dont ils le parlent. Ils se jettent des fleurs sur le fait qu'ils étaient tous les deux un peu exceptionnels. Et Tyrion se pose la question du est-ce que ça aurait réussi. Ce à quoi Sansa sort comme hola que son indéfectible loyauté à Tyrion envers Daenerys poserait problème au bout d'un moment. Sur ce, la traductrice de Daenerys se met à enchaîner en disant que c'est Daenerys, ils seraient déjà tous morts, et qu'il leur devait la vie. Alors c'est sûr qu'elle ramène des dragons pour cette bataille-là, mais c'est aussi le problème du fanatisme des gens qui suivent Daenerys, qui s'est posée elle-même en sauveuse incontestée et qui accumule les titres, comme certains accumulent les succès sur Steam. Et là, nous sommes à 25 minutes. Alors, c'était pertinent dans les épisodes d'avant, puisqu'il s'agissait de la moitié d'épisode. Mais cet épisode faisant 1h20, en fait, ça n'a servi à rien que je note ça. C'était un peu idiot. Pour reprendre le récit, nous arrivons cette fois-ci sur Bran, qui est accompagné de Theon, qui a juré de le protéger. Et Theon, comme l'avait fait Jaime, commence à essayer de lui demander pardon, et Bran lui ressort la même chose, que ce sont ses actes qui l'ont amené à ce point-ci, blablabli, blablabla. Ce qui doit vraiment le rassurer. Pendant ce temps-là, le Night King manage les morts comme je l'avais énoncé avant, c'est-à-dire qu'il en sacrifie une petite partie sur certaines barrières pour pouvoir faire un pont sur certaines parties de la muraille de feu, pour pouvoir faire un pont, pour pouvoir passer, et ensuite attaquer le château en empilant les gars. Ils n'ont pas besoin d'échelle, pas besoin de tout siège, pour grimper sur les murailles jusqu'à temps de monter sur la muraille et dépasser, quoi. Un peu comme World Z, si vous préférez, pour la manière dont les zombies attaquent les murs. Et dans ce concours de circonstances-là, Bryn sauve Jaime d'un très 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 dur passage, et alors que pendant ce temps-là, The Hound, lui, est dans le mal le plus complet. Il est un peu tétanisé parce que il repense aux flammes, il est incapable de bouger. La dernière fois qu'il y avait autant de flammes, c'était à la bataille de Rhaenyra, il avait dit « fuck the king ».
Donc du coup ça nous handicape un héros. Pendant ce temps-là, Arya montre ses skills d'assassin avec son bâton, en arme qu'elle a demandé à Gendry dans l'épisode précédent, que ce dernier lui a offert, et pour lequel il a été récompensé en nature. Et vraiment, elle fait le ménage et montre qu'elle est capable de faire le taf. Et pendant ce temps-là, un géant, puisqu'on en parlait des géants, réussit à rentrer dans une des cours de Winterfell, donne un coup de poing et dégage Lyanna, donc la petite fille, d'un seul coup. Il est en train de faire le ménage et de tuer un tas de gens, et à moitié souffrante, à moitié les os cassés, alors que c'est quasiment désespéré à cause de ce géant-là. Lyanna fonce vers lui, il la saisit dans une main, il rapproche sa main de sa tête pour genre la manger, pendant qu'il est en train d'appuyer ses doigts contre sa cage thoracique, donc il fait sortir du sang. Vraiment, cette petite fille courageuse, aussi courageuse que sa mère, elle a une mort qui est horrible. Cependant, dans un accès de lucidité, elle utilise sa hache pour le tuer, donc au niveau du crâne, et en fait, elle sauve les miches à tout le monde en mourant. En voyant Arya se battre avec autant d'acharnement, The Hound se réveille un peu, et quand Arya rentre dans une fenêtre ou un bâtiment, enfin c'est dans une espèce de conduite d'aération, ce qui n'a pas trop de sens pour un château fort peut-être, mais lui il se réveille et se dit faut peut-être que j'aille l'aider, donc son instinct paternel ou slash son meilleur pote, au choix, le fait marcher et essayer de l'aider plus tard. S'ensuit une bataille dragon contre dragon, donc où il joue à cache-cache, un peu à Gnap quelque part, parce que le Mad King se cache dans les nuages qu'il a créés lui-même, mais les deux dragons de Snow et de Daenerys, en fait, son vol stationnaire au-dessus de ces nuages-là après les avoir transpercés. Donc du coup, c'est une bataille qui est assez intéressante et assez lointaine. Pendant ce temps-là, Arya elle doit à un moment passer dans tout un tas de pièces en mode discrétion parce qu'il y a des morts slash zombies dans tous les sens. Et après avoir fait un peu de discrétion, bien évidemment, c'est intéressant d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue mise en scène, il y a toute une séquence où elle est amenée à courir à toute vitesse. Et au moment où ça paraît le plus désespéré pour elle dans sa fuite, elle se fait sauver par The Hound et One Eye. Et là, on a peut-être notre premier TP de l'épisode, puisque rappelez-vous, la téléportation dans Game of Thrones, c'est un truc assez commun, parce que au moment où il la voit rentrer dans cette fameuse lucarne slash carré d'aération, il est un peu à 30 mètres d'elle et il est en contrebas. Mais du coup, il réussit, lui, à passer dans des chemins où il n'y avait personne, et à se TP juste pour la sauver. Pareil, d'où est-ce que les morts faisaient la garde et avaient réussi à rentrer là-dedans, et au lieu d'attaquer les gens, s'amusaient juste à circuler dans la pièce d'avant. Pas mal de questions que seul le scénariste pourra répondre, parce que là, effectivement, ça commence à faire beaucoup. Après avoir été sauvée, elle est amenée dans une pièce avec The Hound. One Eye, donc celui qui était ressuscité tout le temps, n'est pas ressuscité cette fois-ci puisqu'il a accompli son œuvre pour le Seigneur de la Lumière. Et la Dame en Rouge demande à Arya, quand il se prépare avec The Hound à affronter les ennemis qui pourraient rentrer dans la salle, il demande qu'est-ce que l'on dit au dieu de la mort. Et là, tout le monde s'attend à ce que Arya dise Varla Morgulis, et elle dit juste Not today. Et c'est vrai que c'est vraiment inattendu, et là on la voit courir, et ça renforce vraiment le côté indépendant du personnage. Pareil, quand elle était revenue auprès du culte du multi-face God, pareil, quand il dit, il lui a demandé, il dit, alors en fait maintenant une fille est prête à être No One, et puis Arya avait répondu non, une fille Arya Stark. C'est un peu dans la même veine, quoi. C'est vraiment le caractère qui a un ego, une volonté, et qui trouve le moyen d'exprimer cette volonté et cette personnalité à part. Et nous réenchaînons sur la bataille des dragons. Et après une bataille très tendue, le Night King et Jon Snow sont à terre, à des distances assez respectives,
Et on peut se demander si le dragon de Jon Snow est mort ou pas. Ce à quoi répondra la bande-annonce du prochain épisode qui est sorti juste après cet épisode-ci. Donc ils sont au sol et Daenerys, voyant l'occasion de faire sa caque comme d'habitude, puisque cette personne-là est incapable de prendre des décisions mesurées ou alors de réfléchir 2 secondes. Bon là en l'occurrence elle pouvait pas le savoir, mais se mettre en avant en tant qu'héroïne, ça fait un peu partie de ses péchés. Elle est donc avec son dragon devant le Mad King qui est au sol, qui la regarde un peu en mode je suis Batman, comme dans Batman vs Superman. Le gars il la regarde, il est pas impressionné, il moufte pas, la fille en face elle a un dragon. Elle crache tout son feu avec son dragon, le type ne brûle pas. Il ne brûle pas. Et tout ce que ça lui décoche, c'est un sourire. Mais vraiment un sourire. Genre le gars il en a rien à foutre. À ce moment-là, elle comprend qu'elle est fucked up. Elle se barre avec son dragon, elle évite une lance avec ce dragon-ci de glace, et du coup Jon Snow se dit bah je vais courir et je vais aller tuer le Mad King maintenant, j'ai une épée valérienne, tout ira bien. Et en fait, quand il doit lui rester encore 50 mètres pour taper le Mad King, à ce moment-là le Mad King se dit hey, et si je ressuscitais les morts pour me protéger? Et donc il ressuscite les morts dans un rayon. Dans un rayon qui est relativement grand, mais qui est suffisamment grand pour également réveiller les morts de la crypte. Alors ça, c'est un passage que certains s'attendaient, que j'avais pas pensé immédiatement après la revue que j'avais fait la semaine dernière, mais qui fait complètement sens. Et Jon Snow se retrouve entouré par une armée de morts, genre dans ce qu'il a déjà accompli, il n'avait pas eu autant de cauchemars. Voyant ça, Daenerys revient avec son dragon qui avait échappé au truc à la lance pour faire un mur de feu autour de son amoureux slash neveu. Oui, c'est ça, neveu, pas slash cousin, slash neveu. Et ce qui se passe, c'est que pendant ce temps-là, le Night King, lui, il peut progresser dans le château. Et une fois qu'elle a fait ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se pose avec son dragon et elle dit à Jon Snow, bah va chercher le Mad King, va chercher le Night King. Et là, la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'elle pose son dragon? Alors oui, son dragon, il vient de faire toute une série de combats avant, donc il est peut-être un peu fatigué, mais t'as fait le ménage, mais t'as quand même des morts qui sont ressuscités, donc poser ton dragon, le mettre au seul endroit où il est plutôt faible, c'est-à-dire au sol, là où il est vulnérable, c'est pas très 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 intelligent. Et effectivement, ça se révèle pas très intelligent, parce qu'un tas de morts s'accrochent à son dragon, il lui donne des coups dans tous les sens, et il essaye de s'envoler pour les faire tomber. Donc Suspense a-t-elle perdu son dragon? Eh bien ça aussi, nous le savons dans la bande-annonce à la fin de cet épisode. Retour dans la crypte où c'est une catastrophe, et là Sansa et Tyrion donc se redonnent la main et font front commun contre les morts de tout bois dans la crypte, en essayant de rejoindre d'autres gens au fond de la crypte pour être protégés. Et là, en position de vainqueur, ayant quasiment gagné, entouré de tous ses généraux, le Mad King s'avance petit à petit vers Bran. Il a entouré l'arbre et Bran de morts dans tous les sens. Il ne reste plus que Theon debout pour protéger Bran. Theon qui se bat jusqu'à la fin. Et tellement jusqu'à la fin que Bran le dit à Theon, il dit Theon, you're a good man, thank you. Et à ce moment-là, Theon a compris que il pouvait mettre un terme à sa souffrance quelque part et essayer de tuer le Night King. Et en fait, le Night King le contre et le one-shot. Et Theon meurt comme ça. Alors, j'ai ouï dire qu'il y avait pas mal de rage sur les réseaux sociaux et sur Twitter sur cette mort-là, parce qu'il disait grosso modo que, pour reprendre certains tweets, que limite il le récompensait avec des tickets resto pour ce qu'il avait fait et qu'il envoyait à la mort juste après. Moi, je vois plus, comme je l'avais expliqué dans l'épisode d'avant, que c'est un arc de rédemption. C'est-à-dire que dans cet épisode-là, des gens meurent, et d'ailleurs dans les gens qui ont été ressuscités, il y a certains personnages qu'on aimait bien, comme Lyanna, qui ont été ressuscités du côté des méchants. Mad King, quand il est ressuscité mort, il a ressuscité la petite fille en mort. C'était assez triste, parce que juste avant, elle s'était sacrifiée. Mais là, c'est un arc de rédemption. Et Theon, avec tout ce qu'il a fait, avec tout ce qu'il a vécu, il a la chance là de mettre un terme à sa souffrance, parce que
quelque part, que ce soit physique ou mental, le gars continue de souffrir, et surtout physique là avec le combat qu'il a à faire, mais surtout ça lui permet de redevenir un homme bien, ça lui permet de redevenir un homme d'honneur, et c'est là toute la question qu'il y avait par exemple dans le film Shutter Island, vaut-il mieux vivre en connaissant, bon pour Shutter Island c'était mieux vivre en connaissant la vérité que mourir en homme de bien. Là, il a la possibilité de mourir en homme de bien. Et c'est aussi la question du mourir en héros avant de vivre suffisamment longtemps pour devenir ses ennemis. Et c'est vrai que lui, il a tout fait. Il a fait la partie héros en étant fidèle à Robb Stark. Ensuite, il a été retourné en allant chercher l'aide de son père, qui lui a en fait dit ben non, t'en as rien à faire des Stark. T'es un Greyjoy, maintenant, un garçon. On va aller voler tes anciens maîtres et après avoir été torturé, après avoir été brisé, refuser une tentative de sauvetage de sa sœur, il a commencé à redevenir quelqu'un. Il a ensuite été pas au bout de ce processus puisqu'il s'est enfui quand sa sœur s'est fait capturer elle-même, et il est allé au bout lui-même, au bout de sa lâcheté qu'il avait acquise sous ses moments de torture. Il est allé au bout de ça pour se relever, frapper un capitaine qui voulait pas monter l'expédition pour sauver sa sœur, et une fois qu'il a sauvé sa sœur, revenir à Winterfell, la tête haute, et en voulant aider absolument, et se battre jusqu'à la mort. Donc il a fait le parcours classique du héros, qui est ascension, je dirais avec les Stark, chute, alors pas tout à fait avec les Stark, mais en voyant sa famille, les Greyjoy, chute en fait quand il se fait attraper par Bolton, et rédemption à la fin, comme c'est le cas. Donc c'est vrai que c'est triste, mais quelque part, Bran lui donne l'autorisation maintenant de mettre un point à son épopée et à sa vie, et de mettre un point en étant reconnu et dont on se souviendra en tant qu'homme de bien, puisque, rappel, Bran est tout de même la mémoire de l'humanité dans cet univers. Et alors c'est bien beau tout ça, mais pendant ce temps, pendant que notre ami Theon s'illustre au Panthéon de la Gloire, Daenerys, elle, est toujours au sol. Et là, c'est Jorah qui vient la défendre, et Jorah, vraiment, sert de bouclier et d'épée à sa reine, quoi. Il va prendre des coups, il va se faire transpercer de part en part, mais il va rester debout, il va refuser de mourir tant qu'il n'a pas défendu sa reine. Parallèlement à ça, Jon Snow, lui, essaye de contourner le dragon du Nine King, et on se retrouve un peu dans une séquence à Dragon Age où on a clairement un dragon trop supérieur, ou un peu Skyrim, et où Jon ne trouve pas de solution pour pouvoir le contourner. Et nous revenons au Night King, qui là se retrouve à 1 mètre, 50 cm de Bran. Les deux se regardent dans les yeux, et on sent qu'il est content, qu'il a gagné, qu'il a accompli son objectif, son grand sourire, que ces 8 années à le construire et à le montrer n'ont pas été vains, et il s'apprête à sortir son épée pour le tuer, finir Bran, tuer la mémoire des hommes, wipe out les hommes en Westeros. Et à ce moment-là, il y a juste une brise qui bouge un cheveu d'un de ses lieutenants, qui tourne la tête, et on se dit que quelque chose va se passer, et ce quelque chose, c'est Arya. La fille, elle a utilisé tous ses buffs de discrétion et de vitesse pour pouvoir tomber sur le Nine King, et alors on se dit ça va être trop bien, parce qu'il va le tuer par derrière. Non, le Nine King réussit à choper son cou en vol en se retournant. Il est surpris, mais en même temps, comme il la tient au cou, il est entre guillemets heureux, parce qu'il sait qu'il va l'avoir, tu vois. Il est genre en mode haha, tu me la fais pas. Là, elle tenait son poignard de la main gauche, elle le lâche, elle le laisse tomber devant le regard de Nine King, qui la tient pendant ça, donc on comprend pas trop vraiment. Et en fait, elle récupère le poignard avec sa main droite, l'enfonce dans le buffet du Nine King, et le one-shot. Arya est une boss killer, et effectivement, c'était vraiment pour elle la journée not today. Elle n'a pas fini de tuer qui elle devait tuer, et elle va continuer à tuer tout ce qui est en obstacle à sa liste, et à son esprit de vengeance et son désir de vie. Et c'était vraiment impressionnant, parce qu'après, tous les ennemis,
tous les ennemis s'effondrent à la suite de la mort du Nine King. Et à ce moment-là, Jorah peut se laisser tomber au sol et se laisser mourir, puisqu'il a protégé sa reine, bien que celle-ci le pleure, avec le retour de son dragon. Donc à ce moment-là, nous savons que un des deux dragons est en vie. Donc c'est déjà cela. Au loin, nous avons à la toute fin donc un plan sur The Hound, on voit qu'il est en vie. Mélisandre passe devant lui, elle passe devant Sir Davos, et elle retire son collier. En marchant vers l'aube. Oui, c'est l'aube le matin. Et là, on la voit mourir au loin. Donc en fait, tactiquement, elle aurait pu désirer vivre davantage, sans doute. Mais pour respecter son destin et la volonté du dieu de la lumière, elle s'est laissée mourir ainsi. Et pour nous, c'est aussi l'aube, puisqu'il est maintenant 6h44. Alors, conclusion de cet épisode. À 6h44 passé. Déjà, moi je maintiens que le plan de bataille était pas bon et que la manière dont la bataille s'est passée était pas bonne. Ça me fait penser à ces animés, un peu comme Code Geass au bout d'un certain moment, mais ça me fait penser à ces animés où genre ça se passe bien parce que ça doit se passer bien. Tu vois, ou genre c'est un bon plan parce que les gars sont intelligents, alors qu'en fait c'est stupide. Très clairement, le Night King, si son but c'était de tuer Bran, il n'avait pas besoin d'aller lui-même le faire. Donc le fait qu'il le fasse, c'est quoi? C'est que donc il est orgueilleux, soit, il a été fabriqué à partir d'un homme, mais pour un type qui a pris autant de temps à préparer son plan pour wipe out les hommes, c'est juste, complètement triste. Ensuite, du coup, pour ce qui est du personnage d'Arya, bah, clairement là, Arya, elle a dépassé ses idoles de jeunesse, c'est-à-dire la femme qui chevauchait avec ses frères Targaryens lors de l'invasion targaryenne, et Dragon, clairement, elle a dépassé toutes ses idoles de jeunesse. Elle est la femme la plus badass de sa planète, de son univers. Certainement, Sansa a aussi très très bien évolué, et cette relation avec Tyrion serait intéressante à approfondir et voir les conséquences avec Daenerys. Daenerys, elle, a perdu Jorah, son protecteur, qui lui aussi a accompli comme Theon Greyjoy un arc de rédemption. Lui, ça faisait longtemps qu'il avait commencé son arc de rédemption, mais il est vraiment allé au travers de tout. Il s'est même chopé une grosse maladie que Sam a réussi à lui soigner pour être là pour sa reine et pour mourir au moment où ce serait le plus important. Et sachant qu'il menait aussi l'assaut de la cavalerie. Le gars, il a mené l'assaut de la cavalerie d'Othraki sur les morts en plein brouillard de guerre, quoi. Voilà, il est vraiment revenu de loin dans cet épisode-là et il est mort. Et sa cousine, la petite Lyanna, elle aussi est morte. C'est très dommage. Et pareil, quoi, en montrant que les gens du Nord, ce sont des gens badass. Du coup, ce qui me déçoit un peu, c'est que ce que j'avais mis comme pronostic, c'est-à-dire une question intéressante sur The Mountain et sur la mort en alien type alien de Cersei, bah ça, bien évidemment, ça wipe out. Il n'y a aucune chance que ça se produise. Cependant, on peut avoir peut-être un duel avec les Gann, donc The Hound versus The Mountain, qui pourrait être intéressant. Maintenant, en plus ça, qu'il a vaincu les flammes, qu'il a vaincu sa peur, on va pouvoir voir peut-être son personnage évoluer et terminer à boucle en battant son frère. Ce que nous avons vu aussi, ce que nous pourrions voir, c'est le retour des deux femmes du sud, là, qui étaient, du coup il y en a une qui est la fille qui est morte, mais celle qui est enfermée en prison, peut-être que nous la reverrons bientôt. Les 3 derniers épisodes seront donc une guerre dans Westeros. C'est sûr que actuellement, quand on voit tout ce qu'ils ont perdu, d'autres acquis, immaculés, les forces de Jon Snow et celles de Daenerys sont pas en très très bonne posture. D'un autre côté, ils ont vaincu la mort quasiment. Donc c'est des forces qui vont pas avoir peur vraiment des humains qu'ils ont en face d'eux. Déjà. Ensuite, tu vas peut-être avoir des alliés qui vont se retourner vers eux parce que
ils auront appris que le gars a juste défoncé le Mad King, qu'il a quasiment arrêté l'hiver. Donc du coup, c'est pas le Mad King, le Night King, je sais pas ce que j'ai toujours confondu les deux. Sans doute la fatigue. Du coup, ça redonne un avantage de ce côté-là. Là, à la fin, on sait a priori qu'il y a un dragon. Si vous regardez le trailer après, vous voyez qu'il y a 2 dragons. Donc du coup, il reste encore les 2 dragons. Daenerys, a priori, n'avait pas fait traverser toutes ses troupes d'un détroit à l'autre. Elle pourrait, si elle avait encore une flotte à sa hauteur d'avance, ce qui n'est pas le cas, donc elle ne peut pas vraiment faire appel à des renforts. Sauf si la sœur de Theon, elle, a refabriqué des bateaux, genre en mode rapide, puisque rappelle le temps dans Game of Thrones, c'est très relatif, pour rebattre son oncle, avec des gens qui, genre, n'existaient pas encore dans les îles, enfin, des gamins de 5 ans, bref. Ça a posé beaucoup de questions, mais il y a peut-être moyen de ce côté-là de faire des choses. Après, Cersei va être un personnage intéressant. Comment est-ce qu'elle va bouger va être intéressant aussi. Et maintenant que la guerre est terminée, comment est-ce que Jaime va se comporter est intéressant, puisque rappel, d'après certaines personnes, ce sera Jaime qui tuera Cersei. Ce qui n'est pas complètement idiot, au vu des éléments et des indices mis bout à bout. Donc pas mal de questions. C'est pour aussi Arya qui tue Cersei, mais pas mal de questions sur ce qui est à venir, et en fait une grosse partie de notre surnaturel vient de disparaître. C'est intéressant. Ce qui pourrait aussi terminer d'être intéressant, ce serait les visions et des retours de Bran, parce que ça pourrait être intéressant de revoir ce qui s'est passé dans le passé, ou d'en savoir plus sur Gendry, notamment sur sa mère, puisqu'une des hypothèses est que c'est lui l'enfant mort-né de Cersei. Donc voilà, ça laisse pas mal de pistes, ça a éliminé pas mal d'hypothèses, ça laisse plus qu'une bataille, on va dire, humano-humaine, et un final pour savoir enfin qui aura le trône de fer. Sur mes pronostics, je ne m'avancerai pas sur qui aurait le trône de fer, parce que Daenerys le veut, ça c'est sûr et certain. Mais l'aura-t-elle, ou est-ce que ce ne sera pas Gendry qui l'aura? Est-ce que Sansa aura pas le Nord et Jon Snow renoncera-t-il au Nord? Voilà, tout un tas de questions. Et là actuellement, sans base, sans base pour le savoir, sans base tangible, eh bien, toutes les solutions restent ouvertes. Tout. Je suis quasiment sûr par contre que Arya ne sera pas sur le trône de fer, à moins que ce soit l'héroïne depuis le début de toute cette saga. Mais la saga s'appelait initialement A Song of Ice and Fire, Game of Thrones, et Game of Thrones est le titre des autres. Donc Song of Fire, on vient d'avoir le premier round entre la glace du marcheur et le feu des dragons. Est-ce que maintenant la glace c'est pour décrire Snow et le feu pour décrire Cersei? C'est une autre interprétation bien douteuse que je vous laisse le soin de valider ou non. Sur ces belles paroles, et étant donné qu'il est bientôt 7h, je vais vous laisser. C'est un épisode très long comme cette revue. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté jusqu'ici cette très très longue revue. Pas de voix cette fois-ci et un son un peu plus bas, puisque rappelle l'Amazon enregistré à côté, et qu'en fait il n'y a pas eu beaucoup de dialogue. Une fois de plus, je vous remercie. Bisous, au revoir.